Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste des sous-titrages via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant: introduction à l'IA dans le marketing digital. Nous allons plonger dans le monde fascinant où le marketing rencontre le futur. Oui, je parle de l'IA dans le marketing digital. Vous savez, l'IA est partout ces jours-ci. Elle choisit même la musique que vous écoutez en boucle. Mais saviez-vous qu'elle peut aussi prédire ce que vous allez acheter avant même que vous le sachiez? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment l'IA révolutionne le marketing digital, rendant les publicités tellement personnalisées qu'elles pourraient même vous rappeler d'acheter votre café ou votre thé favori. Alors, accrochez-vous car nous sommes sur le point de déchiffrer les mystères de l'IA sans même avoir besoin de demander à Siri. Parmi nos invités cette semaine, Pierre-Louis Fontaine, consultant expert en marketing digital, Thomas Spitz, expert en IA appliquée au marketing digital, Hugo Borenstein, CEO et cofondateur de Omi. Mais avant cela, place au focus IA de la semaine avec notre chroniqueur expert en intelligence artificielle, Alexandre Stopnicki, fondateur de 3h33. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors, la Commission de l'intelligence artificielle a remis au président de la République le 13 mars 2024 un rapport contenant 25 recommandations. Et parmi ces recommandations à destination des pouvoirs publics, 7, selon toi, sont prioritaires. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles ? Exactement Michel. Alors la première recommandation sera de lancer un plan de sensibilisation et de formation sur l'IA pour structurer l'offre de formation supérieure et développer la formation continue. Deuxième point, créer un fonds nommé France IA de 10 milliards d'euros pour orienter l'épargne vers l'innovation. Il sera alors possible de soutenir l'émergence de l'écosystème de l'IA, ainsi que la transformation économique française. Alors justement, la France qui joue la carte de l'avenir via ce fonds, comme le montre le troisième point, la troisième recommandation, qui a d'ailleurs retenu ton attention. Tout à fait. Faire de la France et de l'Europe un pôle majeur de la puissance de calcul à court et à moyen terme. C'est à mon avis un point crucial, d'autant plus qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre que OpenAI venait de lancer un fonds de 100 milliards pour faire la même chose. Quatrième point, transformer notre approche des données personnelles afin de continuer à protéger, tout en facilitant l'innovation, au service de nos besoins. Alors, je crois aussi que la culture est évoquée dans ce rapport. Tout à fait, c'est le cinquième point. Assurer le rayonnement de la culture française en permettant l'accès au contenu culturel dans le respect des droits de la propriété intellectuelle. Sixième point, adopter une exception IA dans la recherche publique. Il est proposé d'alléger les contraintes administratives des chercheurs, augmenter leur rémunération, ça sera pas trop mal ça, et doubler les ressources de la recherche publique en IA. Alors, ce qui n'est pas rien dans la quête constante notamment de simplification administrative. Et côté international ? Alors, septième point, donc, structurer une initiative diplomatique cohérente et concrète visant à établir une gouvernance mondiale de l'IA. Alexandre, alors est-ce que tu peux nous en dire aussi un peu plus sur ce qui apparaît dans ce rapport, à savoir des cafés IA et comment ils pourraient changer notre approche de l'intelligence artificielle ? Alors les cafés IA, tout un programme, ça c'est vraiment génial comme idée je pense. Donc l'idée c'est d'offrir un espace convivial où les experts et des novices pourraient échanger librement sur l'IA, démystifiant ainsi la technologie et stimulant l'innovation de manière organique. Alors je t'avoue que j'ai hâte de voir si une IA même française sera capable d'analyser les conversations dans les cafés.
Cela promet d'être particulièrement intéressant. Merci Alexandre. Place maintenant à notre débat de la semaine. Salut à tous, bienvenue dans cette première de The Artificial Intelligence Society en compagnie de mon acolyte Alex, que j'appelle Alex, mais c'est Alexandre Stopnicki. Merci pour ton invitation. Et merci Alexandre d'avoir cru en ce projet que nous menons ensemble pour, on va dire, démocratiser, c'est pas le bon mot, mais en tout cas pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit le meilleur ami ou la meilleure amie de chacun d'entre nous, professionnel ou pas. On va bien sûr parler beaucoup de marketing et de publicité digitale, mais pas que, tout au long de cette nouvelle aventure de The Artificial Intelligence Society. Et merci également à nos 3 parrains ici présents. Donc bonjour Hugo et merci de ta présence. Merci d'accepter de non pas être un cobaye comme on a dit en répétant tout à l'heure, mais être le parrain, l'un des premiers à prendre la parole donc sur The Artificial Intelligence Society. Merci à toi Pierre-Louis. Et c'est la 2e fois que tu es parrain, puisque tu étais également parrain pour The Programmatic Society en 2018. Donc merci à toi. Merci de ton invitation. Et merci Thomas d'être présent, mais également ravi de te recevoir pour parler donc de l'introduction de l'IA dans le marketing digital. Toute première question, et Hugo, je te demanderai d'y répondre en tout premier lieu, c'est quoi, de ton point de vue, les principales innovations apportées par l'IA dans le domaine du marketing digital? Écoute, déjà félicitations et bon lancement. Moi, je suis ravi d'être le parrain de votre nouvelle émission. On en parlait, je ne sais pas si mes camarades sont d'accord avec moi, mais pour moi, la grande innovation, c'est que la barrière technique et la barrière créative sont toutes les deux tombées. Avant, dans le marketing, quand tu avais besoin de faire une campagne, tu briefais une équipe, tu briefais une agence, tu avais des allers-retours, tu avais des délais, tu avais des temps de production, tu avais de la réflexion, tu avais de l'A/B testing, de l'itération manuelle, donc ça prenait un temps complètement fou. L'intelligence artificielle vient enlever toutes ces nécessités techniques et ces nécessités créatives en te mettant entre les mains des outils hyper puissants qui te permettent tout seul de créer ta campagne, ton ciblage, d'itérer, d'A/B tester. Un exemple tout simple pour illustrer, mais tu fais une campagne avec une copie, un message principal, tu demandes à ChatGPT de te décliner 15 fois, c'est super facile. Donc pour moi, la grande innovation, c'est que la barrière technique et technologique sont tombées, et ça veut dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère du marketing où le professionnel du marketing va pouvoir faire beaucoup plus, beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Donc je pense qu'on est tous super excités par cette opportunité-là, mais c'est gigantesque, c'est un vrai changement de paradigme. Merci Hugo. Alors une sorte de loi de Moore des compétences, c'est-à-dire qu'en gros l'intelligence artificielle va augmenter toujours en capacité et permettre à chacun d'entre nous d'être beaucoup plus puissant, innovant, voire peut-être créatif. Quel est ton avis sur le sujet? C'est clair que la révolution du texte, text to speech, text to text, etc. Donc c'est une vraie révolution pour le coup. Là où je mettrai un bémol dans ces notions d'innovation, c'est qu'en fait ça va mettre les individus en face de leurs propres compétences ou de leurs propres incompétences. C'est pas parce qu'on a un outil de création ultra béton, que ce soit Dali ou d'autres, qu'on est un bon créatif. Et en fait, ce qui va se passer, pour moi, la conséquence de cette innovation IA et de cette révolution, parce que c'est pas qu'une innovation, c'est une révolution, c'est qu'en fait, les bons seront nettement meilleurs, mais les moins bons créatifs seront pas forcément meilleurs. C'est-à-dire que, et là on parle de prompt, mais on parle aussi d'auto-prompting, on parle de contrôle, on parle de maîtrise des IA. La vraie révolution pour moi, c'est que ça va mettre chaque individu, que ce soit côté agence ou même côté annonceur, en face de ses propres puissances, ou de sa propre impuissance ou de sa propre absence de créativité. Donc, pour conclure, l'IA, pour moi, en termes d'innovation, c'est un outil d'auto-psychologie et d'auto-évaluation, tout simplement. Alors, c'est ça la vraie révolution. Donc, d'une certaine manière, l'IA générative peut être une sorte, de génération d'hyper-compétences ou d'hyper-incompétences. Tout dépend de l'individu qui gère ce type d'outil. Quel est ton avis, Thomas, sur justement les principales innovations apportées par l'IA dans le domaine du marketing digital et sur ce que viennent d'évoquer Hugo, notamment sur ces barrières techniques qui étaient tombées et ce que vient d'évoquer à l'instant Pierre-Louis sur cette hyper-compétence ou une incompétence sublimée par l'IA?
Ouais, je suis totalement d'accord avec mes camarades. Effectivement, il va y avoir un scale de la création de contenu, plus rapide, plus efficace, à moindre coût. Va y avoir aussi une responsabilité des personnes qui sont en face. Je pense qu'une notion qu'on va de plus en plus entendre, c'est le créatif augmenté, le consultant augmenté, parce que c'est pas magique. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit créatif, qui soit innovant. Donc ça, c'est important. Maintenant, sur les innovations du marketing digital, je pense que la première, elle est arrivée il y a déjà 10 ans avec le ciblage publicitaire. Et aujourd'hui, c'est intégré totalement dans les grands outils que sont Meta ou Google. Donc je pense que les gens en fait sont en face d'IA toute la journée, peut-être sans s'en rendre compte. Maintenant, si on parle d'IA générative, les grandes nouveautés pour moi, c'est l'automatisation du contenu qui va amener une hyper personnalisation du contenu. L'autre point, c'est l'interaction. On a tous vu ChatGPT qui a atteint 1 million d'utilisateurs en 5 jours. On peut imaginer ce que ça va donner quand les marques vont s'en emparer, des chatbots, des cold calls totalement automatisés. Et un point qui me semble assez important, c'est l'exploration et l'insight. On parle toujours de beaucoup de data en marketing. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on va avoir de plus en plus de points de data. Donc avant on parlait de données structurées, maintenant on peut analyser de la donnée non structurée, des images, des vidéos, de la donnée textuelle écrite et l'accessibilité à cette donnée. Aujourd'hui on parle pas mal de coder en langage naturel. N'importe qui peut avoir accès à cette donnée et c'est plus seulement réservé aux data analysts. Donc il y a beaucoup de nouveaux cas d'usage à explorer avec tout ça. Ce qui confirme justement cette fameuse barrière technique qui est tombée de par ce que nous expliquait Hugo tout à l'heure. Alexandre, sur ce que viennent de nous dire nos invités, qu'est-ce que ça suscite chez toi comme réaction ? C'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends des directeurs artistiques qui me disent qu'ils ne recruteront plus des personnalités, des talents qui n'utiliseront pas l'IA. Ça, c'est la première fois que j'entends ça depuis un certain temps maintenant. Ça commence à arriver. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. La facilité d'accès à ces intelligences artificielles qui vont permettre de faire de la création et d'accompagner de la création va changer la façon dont vous allez recruter et la façon dont vous allez former aussi les talents qui vont venir travailler avec vous. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, des nouveaux métiers ou des nouveaux profils que vous allez rechercher ? Ce que tu as dit est hyper intéressant. Tu parles de fonctions artistiques, donc direction artistique, qui disent « je veux des profils qui utilisent l'intelligence artificielle ». Donc là, c'est le multiverse. C'est-à-dire que tu as deux univers qui normalement ne se rencontrent jamais, la créativité et la technologie qui rentrent en fusion. Moi, ça me semble juste fou la phrase que tu viens de dire quand tu dis « je veux absolument des gens qui utilisent de l'intelligence artificielle ». Pour moi, ce que ça veut dire, alors c'est la tarte à la crème, c'est une phrase qu'on a tous entendue, mais l'IA ne va pas te remplacer, mais quelqu'un qui maîtrise l'IA va te remplacer. Et c'est une tarte à la crème, mais c'est exactement ça. Les gens avec qui tu parles, pour moi, ils ont compris quel est l'avenir de leur métier. Ils doivent devenir plus techniques. Beaucoup plus technique. Donc on peut plus se contenter juste d'avoir des idées, des intuitions. On doit fonder nos décisions dans la donnée et l'exécution dans la technologie. Et ça veut dire se mettre au niveau. C'est aussi ce que tu as dit tout à l'heure. Si tu te mets pas au niveau, si tu ne te formes pas, si tu comprends pas, ça va amplifier ton incompétence. Et à l'inverse, si tu maîtrises cet outil, ça va décupler ta capacité et ta compétence. Donc c'est vraiment l'alliance de deux univers pour moi qui se rencontrent. C'est hyper excitant et je pensais pas que cette barrière-là, pour venir sur les barrières, créativité et technologie qui s'opposent quand même beaucoup depuis toujours, même si dans le marketing, dans la publicité, il y a de l'innovation, il y a ce qu'on fait nous, il y a ce que font plein d'autres personnes. Là, vraiment, est en symbiose complète. Pierre-Louis, par rapport à la question effectivement, c'est intéressant. Alexandre. Il y a un couple en agence de communication qui est le couple directeur de création ou directeur artistique et concepteur-rédacteur. Donc à chaque fois, ils travaillent en couple. Quand un commercial, comme moi j'étais dans l'agence, j'allais voir les créatifs, à chaque fois, je briefais le créatif, directeur de création ou directeur artistique, et le concepteur-rédacteur. Aujourd'hui, il va y avoir un couple directeur de création ou directeur artistique et prompteur. Et c'est le prompteur qui devra, lui, assumer les copies stratégie et générer de l'intelligence. Ça ne sera plus un concepteur-rédacteur au sens agence du terme aujourd'hui, ça sera un spécialiste du prompt créatif qui, en même temps, développera le concept de communication autour d'une problématique de lancement d'auto, etc. Donc, les couples vont se modifier en agence. Les équilibres vont se modifier en agence, mais l'agence n'est pas morte. Il y a des messages qui disent l'agence est morte, elle va disparaître. On aura d'ailleurs une émission spéciale sur le sujet. Non, mais c'est clair que l'agence ne disparaîtra pas. Par contre, il y aura des nouveaux équilibres à l'interne, des nouvelles façons de vendre et des nouvelles façons de concevoir et de créer
mais les agences ne disparaîtront pas, au contraire. Moi, je suis d'accord avec ça, parce qu'elles vont reprendre de la valeur sur une partie conseil, etc. En revanche, ce qui est intéressant, si tu parlais de l'agence, mais chez l'annonceur, ça veut dire que tu vas avoir une capacité, une compétence qu'il n'avait pas avant. Alors, la compétence créative, elle était jamais dans in-house, comme on dit, chez l'annonceur vraiment. Là, elle va pouvoir l'être. Je dis pas pour tout. Toi, tu penses peut-être la grande campagne ou vraiment le positionnement marketing, ça, je pense que non. Mais j'ai besoin d'une petite bannière pour une newsletter, j'ai besoin d'un post pour les réseaux sociaux, j'ai besoin d'une campagne, d'un asset qui va pas durer très longtemps. Moi, je parle de ce flux de contenu et pas de la grande communication. Non, ça, c'est pas possible chez l'annonceur. C'est de la grande communication au sens directeur marketing qui a ses propres équipes de création. J'ai de gros doutes sur ça. Je pense que tu as raison, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, un petit studio intégré, pourquoi pas? Pour le flux. Maintenant, pour le flux. Maintenant, on commence à concevoir un spot de 30 secondes qui est destiné à sortir après un JT de 20 heures. Non. Vaut mieux pas. Non. Par contre, sur le CRM, ça, c'est une question. On verra ce que fait Sora, parce qu'il y a quand même une promesse derrière. Pas tout de suite. Merci Thomas, j'allais justement te donner la parole, juste par rapport justement à cette problématique métier qu'évoquait tout à l'heure Alexandre. Quelle est ta réflexion après celle d'Hugo et celle de Pierre-Louis? En fait, en écoutant mes camarades, ça me fait beaucoup penser, en fait c'est de la transformation. Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé avec la data il y a une dizaine d'années, où notamment avec le média, les annonceurs ont voulu tout internaliser, reprendre le pouvoir, etc. Finalement, on se rend compte qu'il y a eu du bon et du mauvais. Mais je repense aussi à une étude qui disait que l'IA générative va impacter les métiers 4,5 fois plus qu'elle ne va les remplacer. Et pour moi, ça veut tout dire. C'est que les gens vont devoir apprendre à s'en servir. Effectivement, ceux qui seront remplacés, c'est toi qui dis ça, je crois, c'est ceux qui s'en servent pas. C'est évident. Sam Altman, dans une interview, je crois, début de semaine, disait également je pense pas que l'IA va remplacer des métiers, mais par contre, posez-vous la question, la tâche de 30 secondes, est-ce que je peux pas la remplacer? La tâche de 3 minutes, la tâche de peut-être 3 heures. Et je pense que c'est en ça qu'il va y avoir un changement de paradigme. C'est que demain, les gens devront être effectivement augmentés. Et quelque part, il y a aussi une façon de sauver un petit peu le travail, si on y pense, parce que du coup, on va pouvoir se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée. Et en ce sens-là, c'est hyper positif. Alors justement, puisque tu cites le mot de changement, on a évoqué énormément la notion de création. J'en arrive à cette question. En quoi l'IA change-t-elle la création de contenu et la personnalisation de campagnes marketing ? Est-ce que vous avez des exemples? Et je pense, Hugo, que tu en as, puisque, je le rappelle, en tout cas, tu vas nous le rappeler, nous l'indiquer. Tu es le CEO d'une entreprise qui est spécialisée dans la modélisation, en tout cas, d'objets 3D via l'IA, notamment dans le domaine de l'e-commerce, mais pas que. Tu vas tout nous expliquer. Donc, en quoi l'IA, justement, change-t-elle la création de contenu et la personnalisation de campagne marketing, selon toi? Alors déjà, pour revenir sur les sujets dont on discute, c'est quand même des sujets il y a 6 mois. Moi, ça m'aurait paru très très loin et pas possible. Là, je vais vous parler de comment on automatise la création d'une image. Mais vraiment d'une vraie image, pas à peu près d'une image, d'un motion design, d'une vraie photo, comme si elle avait été prise avec un appareil photo. Alors, moi, j'ai cofondé Omi il y a 4 ans avec mon frère Paul. On est une technologie de 3D générative, donc c'est une intelligence artificielle 3D. Elle a une particularité, c'est qu'elle permet de générer des images qui ressemblent à une vraie photo ou des vidéos qui ressemblent à une vraie vidéo. On est utilisé par plus de 1000 marchands, et tu l'as dit, qui servent de notre technologie pour alimenter les flux de leurs comptes réseaux sociaux en organique, en payant, les visuels de leur marketplace, de leur site internet, du CRM, enfin bon, voilà. Quand tu es une marque, l'électricité, le contenu, c'est comme l'électricité. Si tu n'en as pas, tu n'existes pas et tu as besoin de le rafraîchir tout le temps. Le problème, c'est qu'avant ces technologies, là on parle d'Omi, notre société à nous, mais tu n'avais pas vraiment de solution. Tu devais produire du contenu de façon artisanale en permanence, tu avais beaucoup de mal à suivre le rythme. Le gros changement d'abord, c'est que c'est possible. Tu vois, tu m'interroges, mais créer une image à partir de rien, à partir d'un calcul d'ordinateur, ça relevait de la science-fiction il y a 2-3 ans. Quand nous on s'est lancé, tout le monde nous prenait pour des fous furieux. Hein. On nous regardait en disant ils sont marrants les frères Borenstein, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Maintenant c'est vraiment possible et tu atteins des niveaux de réalisme et de qualité qui sont ceux d'un grand film d'animation ou d'un grand jeu vidéo. Ça nous promet avec Sora dont on parlait tout à l'heure en ce qui te concerne. Ouais, tout à fait, ça ressemble à eux. Sora, on aurait beaucoup de choses à en dire parce que bon, pour l'instant on a vu une démo, voilà. On n'a pas accès. Calculer des vidéos de 5 minutes, moi j'ai envie de voir la facture parce que quand je vois moi ma facture de cloud, je peux te dire. Et ça c'est un élément important. Donc j'aimerais bien qu'on connaisse un peu comment ça marche. Pour Sora, j'attends de voir, mais en revanche, il y a Dali dont tu as parlé, il y a Midjourney, il y a plein de technos qui font, il y a Omi qui permettent de le faire. Le grand changement d'abord c'est cette génération et ensuite c'est de l'hyper personnalisation. C'est-à-dire que on est 5 personnes autour de la table, on est tous différents, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas le même budget, on n'habite pas au même endroit, on n'a pas le même âge. Donc on est chacun tout à fait différent et alors
pas être désagréable, c'est parce que je Tout va bien, tout va bien. je te vois réagir. Tout va bien. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on a. Mais tant mieux. En revanche, on a tous le même site internet quand on va acheter un produit. Donc on va sur le site de Yves Rocher, et ben on va tous avoir le même site internet. Et moi je trouve que ça c'est pas normal aujourd'hui en 2024. Et donc l'IA permet notamment de personnaliser le dernier touchpoint, le visuel, par exemple une fiche produit, et de pas afficher le même Alexandre, qu'à Michel, qu'à Hugo, qu'à n'importe qui. Donc on entre dans l'ère de l'hyper personnalisation, notamment parce que cette capacité de production sur le contenu est décuplée. Merci beaucoup Hugo. De ton point de vue Pierre-Louis, l'IA, on est d'accord, ça change, ça nous augmente tous, autant nos compétences que nos... compétences. Exactement, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, en quoi ça va changer la création de contenu et la personnalisation des campagnes marketing? Si tu as quelques exemples, ce serait très bien aussi. Alors déjà, le prisme de comment je lis cette question, moi, il faut lire cette question à l'aune de la customer journée. On parle d'hyper-personnalisation, mais ça va du premier contact, y compris sur la génération de spots télé à la volée, parce que ça va arriver, c'est une évidence, jusqu'à une ultra-personnalisation du CRM, et voire des outils produits pour un individu qui lui-même va faire de l'advocacy. Donc c'est sur toute la chaîne de valeur de la customer journée que l'IA, en matière de création, va se plugger. Et si je devais m'arrêter, si je devais regarder cette customer journée, d'un point de vue marketing, si j'étais patron du marketing aujourd'hui, je partirais de mon CRM. Je ferais analyser par l'intelligence artificielle, quand je dis je ferais, c'est que c'est des recommandations qui sont en cours, je ferais analyser l'ensemble de mes touchpoints CRM, plus l'analyse du bruit autour de ma marque, pour recréer des clusters que l'IA va me proposer. C'est pas moi avec mon petit cerveau qui vais créer 15 clusters. C'est l'IA en fonction de ce qui va être analysé sur le marché, y compris la donnée chaude ou de la donnée advocacy, qui va recréer des clusters, et c'est ces clusters-là qui vont remonter jusqu'aux médias, et à un moment donné, le directeur marketing va dire, bon voilà, on a maintenant 18 nouveaux clusters, merci l'IA, maintenant vous allez appliquer ces 18 nouveaux clusters en termes de ciblage en amont. Moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que sans ça veut dire data, que c'est pas clair, l'IA pour le marketing digital n'a pas lieu d'être, entre guillemets, ou en tout cas très peu efficace, en tout cas sur des aspects de performance marketing, j'entends. La performance marketing, elle sera liée à l'analyse de la data, qu'elle soit froide ou chaude, y compris des informations, des contenus qui ne sont pas quantifiés. C'est possible aujourd'hui. C'est possible. Il y a des IA qui analysent l'ensemble du bruit autour d'une marque, et le tout en à peu près 5 minutes, à partir du moment où la marque accepte de se faire scraper correctement. C'est l'IA qui va créer des nouveaux clusters. Le patron du CRM et donc le patron du marketing, ils vont se dire, bon, vas-y, crée-moi mes clusters, crée-moi mes segmentations. C'est ça la vraie révolution. La segmentation sur la connaissance et l'ultra-personnalisation, elle va en plus bouger tous les jours ou toutes les semaines. Ouais. Merci Pierre-Louis pour ces précisions. Donc je me ferai du souci en tant qu'agence média pour le coup. Parce que l'agence média, si elle n'a pas accès aux données de consommation, je suis désolé, je suis un peu long. Non, mais c'est l'agence média va devoir à un moment donné faire sa propre évolution interne et commencer à négocier avec son propre client l'accès aux données CRM et de faire la liaison. De façon, c'est le CRM qui va générer l'intelligence média et non pas l'inverse. Ok, merci beaucoup Pierre-Louis pour ces précisions. Effectivement, ce sera le sujet d'une autre émission sur effectivement l'impact de l'IA sur les agences de publicité, agences médias, agences créatives, ou même les sociétés d'études. Je ferme la parenthèse, ce sera un prochain débat. De ton point de vue, Thomas, justement, tu as évoqué beaucoup le mot changement dans tes premières interventions. En quoi l'IA change la création de contenu et la personnalisation des campagnes marketing selon toi? Et si tu as des exemples, elles sont bienvenues. Oui, avec plaisir. Je voulais juste rebondir un peu sur ton point sur l'importance de la data. J'aime bien prendre l'exemple de ChatGPT, OpenAI. Qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un énorme dataset, c'est énormément de data. Sans cet énorme dataset, OpenAI n'existe pas. C'est juste un modèle, le modèle sans data n'existe pas. Donc l'accès à la donnée, la valorisation de la donnée va être clé. Et donc c'est cette donnée, ce modèle, et ensuite un coup de génie marketing d'avoir créé un chatbot accessible à tous qui fonctionne. Et en fait, on peut reprendre ce modèle pour les marques. Les marques, elles vont devoir avoir leur gisement de data, avoir des modèles, peut-être pas le leur, mais utiliser des modèles, et ensuite
créer de l'innovation, créer des concepts innovants. Donc je pense que le véritable cas d'usage, il va être là. J'en vois quelques-uns. Il y a l'automatisation de la création de contenu. Donc pour la variation des formats, ça va être top. On prend un format vidéo, on en fait un format image, on prend un format desktop, on en fait un format mobile. On sait l'effort que ça demandait dans le temps. Aujourd'hui, ça va pouvoir être fait très rapidement. Et ça va nous permettre des nouveaux concepts. J'aime bien le concept qui a été fait par le moteur de recherche Perplexity avec Eleven Labs. Donc je sais on sourit parce qu'on va en parler sur ce sujet. Alexandre va en parler. En fait, Perplexity, ils ont accès à la donnée, c'est un moteur de recherche. Eleven Labs, ils font des voix et donc ils ont créé un podcast quotidien de 3 minutes qui récapitule l'actualité. Et ce podcast, il est totalement automatisé. Ça montre bien ce qu'on peut faire avec l'IA générative. C'est un nouveau concept qu'on n'aurait pas pu faire avant et qu'on peut totalement scale. Je suis obligé de reprendre l'expression que tu as eue tout à l'heure d'hyper-personnalisation. Pour moi, c'est le cas d'usage. Quand on voit les possibilités, c'est absolument fou. Je pense notamment en exemple, tu demandais un exemple à Agen qui permet de faire des avatars vidéo personnalisés. Donc, ce qui signifie que demain, je vais pouvoir mettre sur mon site, en fonction de la personne qui vient sur mon site, de l'information que j'ai sur cette personne, une vidéo de moi qui l'appelle par son prénom, qui lui parle de l'actualité qui la concerne. Donc ça, c'est assez incroyable. Et enfin, la production vidéo, c'est vrai que Sora, il faut voir ce que ça va donner en termes de coûts, en termes de maintenance. Mais quand vous êtes, je sais pas, une marque de l'industrie de la production vidéo, Sora, en termes d'idéation, pouvoir tester des concepts, c'est absolument dingue. Donc on peut beaucoup plus se projeter. Et je pense qu'il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui va nous permettre d'être encore plus créatif. C'est important que l'humain reste dans la boucle et soit un petit peu la personne qui va justement apporter de l'innovation. Merci Thomas. Alexandre, Moi j'ai une question, je voudrais savoir, d'après toi, ce qui a changé en fait. Pourquoi d'un seul coup tu peux le faire? Il y a 2 ans, pourquoi tu n'as pas commencé à transformer des images en 3D? Quelle est la révolution de l'IA qui te permet d'arriver à cette solution technologique? Alors je précise, tu poses la question à Hugo pour ceux qui nous écoutent et ne nous regardent pas. Mais je le précise. Bien Hugo, sûr. donc Hugo, est-ce que tu peux répondre? Écoute, d'abord, il y a le fait que toute cette production de papier de recherche soit disponible. Moi, j'ai été chez Meta pendant 6 ans avant. Il y avait un laboratoire de recherche en intelligence artificielle qu'on a installé à Paris. C'est des chercheurs qui produisent des papiers, qui reproduisent de la recherche, qui après est publié en open source. Et donc, le fait que ce soit en open source, donc je fais un papier, un algorithme qui permet de faire du traitement de l'image, je le mets en open source et mes pairs peuvent venir l'utiliser. C'est la fondation de tout ça. C'est-à-dire que nous, on n'existe pas s'il n'y a pas toute cette production en open source. Il faut que tu imagines que c'est des dizaines et des dizaines de milliards qui sont investis dans ces laboratoires. Donc d'abord... il y a ce sujet, accéder à ces papiers-là, on parlait tout à l'heure d'une autre boîte de Photoroom qui évolue dans la 2D, c'est un papier en open source qui permet d'éditer une image et de rajouter un fond. Et c'est essentiel que ça reste comme ça. Moi, je suis un avocat de ce sujet, c'est-à-dire que OpenAI, dont on vient de parler, eux, ils sont en close source, c'est-à-dire qu'ils ne publient rien. Donc Sora, t'auras rien en public, ChatGPT, t'as rien en public, et ils veulent monétiser tout seul, là où des Meta et d'autres publient tout en open source. C'est important que ça reste comme ça, parce que c'est ce qui supporte toute cette innovation technologique, et qui permet à des boîtes françaises d'émerger et d'avoir leur propre modèle. Même si on voit qu'Elon Musk est en train de dire il faut rouvrir justement, il faut que ce soit open au départ. Ouais, c'est ça. Lui, il dit, tu vois, il est d'accord avec moi ou je suis d'accord avec lui, mais il veut que ce soit tout à fait ouvert et que ce soit disponible. Et il a raison, parce que sinon, ça veut dire que tu vas privatiser l'intelligence artificielle et donc peu d'acteurs, contrôleront le futur de la santé, du travail, de la communication, du marketing, de ce que tu veux. Oui, je pense pas que ce soit une option. Enfin, Elon Musk, il dit pas ça, il ne demande pas la transparence pour la transparence pour tout le monde. Il demande la transparence parce qu'il pense qu'il est peut-être déjà lui en retard aussi. Ouais, peut-être. Donc il a besoin de récupérer du... Peut-être. Il y a un truc politique derrière. Hein. Après, Meta, tu vois, ils le sont depuis le jour 1 et je pense qu'ils le seront toujours en open source. Donc c'est parce qu'il y a de l'open. C'est parce qu'il y a de l'open que tu peux faire ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous en pensez aussi sur ce principe? Tu peux commencer? Pourquoi on arrive à faire des créatifs maintenant qui utilisent ces technologies? On ne pouvait pas le faire avant. C'est quoi la différence? C'est la technologie en elle-même, qu'elle soit open ou pas d'ailleurs. Alors elle est en open source et après tu peux développer des produits, des applications qui après peuvent servir l'utilisateur final. Donc voilà, par rapport à cette question-là, pour dire quelque chose, les GPTs, pour répondre à cette question, les GPTs sont la réponse à la question. C'est-à-dire que non seulement on utilise GPT, mais on a une pléthore, des pages et des pages et des pages d'intelligence artificielle spécifique dédiée. C'est ça qui permet aussi, c'est la démultiplication des possibilités
construite d'un individu pour un autre individu, parce que les GPT, c'est quand même des producteurs. Alors justement, on en arrive à notre dernière question, et justement ce que tu viens d'évoquer va me permettre d'introduire cette nouvelle question autour des défis et des opportunités associées à l'intégration de l'IA dans les stratégies de marketing digital. D'après vous, quels sont les défis et justement ces opportunités associées à l'intégration de l'IA dans les stratégies de marketing digital? Très rapidement, Hugo. Écoute, très rapidement, si on doit choisir un seul élément, il faut que les directions marketing fassent leur devoir. Je sais, c'est un peu brutal, mais il faut qu'elles se mettent à niveau sur un truc sur lequel elles ont la main et elles peuvent agir tout de suite, c'est la structuration de leur dataset. C'est ce que tu as bien dit tout à l'heure. Pas de dataset, ou ce que tu as dit pour le CRM, pas de dataset propre, pas de dataset bien tagué, pas de metadata, pas de bonbons, pas de chocolat, pas d'intelligence artificielle. Pas de bras Donc, pas dire. il faut d'abord qu'elles se mettent à niveau dessus. Nous, on se connecte parfois à des pins, des dames, donc on accède à ces flux, à ces datas. Je peux te dire, il y a une marge qui est très, très haute. Et c'est pas pour tirer contre notre camp, mais nous, on est en France et au Royaume-Uni. La différence entre un marché comme le Royaume-Uni, qui est très avancé, très sophistiqué sur le sujet structuration de leurs data, ça fait 10 ans qu'ils structurent leur dataset. Et donc, ils ont sur l'étagère des datasets prêts à être exploités par les applications dont on vient de parler. Donc voilà, l'enjeu principal, c'est de la data propre, bien structurée, exploitable, et franchement, il y a du boulot. Merci Hugo. Pierre-Louis, les défis et opportunités associées à l'intégration IA dans les stratégies marketing. Il faut qu'ils rangent leur Pareil, data propre, on range la chambre. Ah, il faut ranger la chambre. J'allais dire la méthode Kando côté data. C'est ça, ouais. Certains acteurs, et des annonceurs notamment, qui ont travaillé avec du Oracle ou du Adobe, ont des nomenclatures de data qui sont assez propres, et tout va bien. Et d'autres, de taille moyenne ou de petite taille, soit n'ont pas de data du tout déjà, et puis voilà. Soit ils ont une data qui est mal travaillée, donc je te rejoins là-dessus, il faut ranger sa chambre le plus vite possible. Parce que si on ne range pas la chambre, on n'aura pas d'intelligence. Le plus vite possible, tu as raison, parce que c'est maintenant ou jamais. Je suis d'accord avec ça. Et donc ça, c'est pour les menaces et pour les opportunités. Je pense que... J'ai appelé ça défi, t'appelles ça menace. Ouais, c'est le SWOT, il a l'habitude. C'est le fameux SWOT. Et les opportunités, je vais ne pas répondre à cette question-là, parce que ce que je vais dire là sera complètement caduc dans 3 mois. Mais c'est ce qui est beau avec notre industrie. Bah oui, mais c'est ce que je vis aussi avec les étudiants que je coach un peu de temps en temps, c'est que je leur fais une présentation, la première chose que je leur dis, c'est ce que je vous dis, c'est bullshit. Dans 3 mois, ça sera complètement plus du tout la même chose. Donc les opportunités, je me calmerai là-dessus, parce que sinon j'ai pas envie d'avoir la ridicule sur Internet. Mais tu n'es jamais ridicule, Pierre. Oh, c'est gentil. Pierre-Louis, merci. De ton côté, Thomas, assez rapidement, quels sont les défis ou menaces et les opportunités associées à l'intégration de l'IA dans les stratégies marketing? Je vais revenir un peu sur l'intégration dans les métiers. Si je résume un peu tout ce qu'on s'est dit, l'intégration de l'IA générative dans le marketing digital, ça va être du contenu scalé, plus rapide, plus efficace à moindre coût, et donc ça va permettre une hyper personnalisation et plus d'interaction. Encore faut-il qu'on s'assure de générer du contenu de qualité et authentique. Et ça, pour moi, c'est un point hyper important parce que l'authenticité, elle n'est pas dans la machine. La qualité, elle n'est pas forcément sortie de la machine. Il faut qu'il y ait un humain qui vienne valider le contenu derrière. Et puis, c'est aussi prendre la responsabilité. Si on laisse la machine... on l'a vu avec cette histoire de l'avocat qui est parti à la cour avec du contenu sorti sur ChatGPT, c'était faux. Et donc, il faut aussi que dans le marketing, on prenne la responsabilité à la fin, on valide le contenu. Si on arrive à faire ça, on va entrevoir un nouveau mode de collaboration. On va avoir l'humain au départ pour créer les concepts, innover, avoir quelque chose d'authentique, d'empathique. Tout le reste va être délégué à l'IA jusqu'à la validation du contenu. Et donc, ça va permettre d'avoir un marketing qui est plus efficace, plus sur mesure. Encore faut-il qu'on arrive à faire ce change, donc ranger sa chambre, faire de la culturation, s'outiller des outils qui permettent de le faire. Et donc, il y a encore du travail, je pense, pour pas mal d'années. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Merci beaucoup, Thomas. Est-ce que, Alexandre, tu souhaites rajouter quelque chose sur ce qui vient d'être dit, sur les défis et les opportunités? Non, c'était parfait. Mais sur les métiers, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quels sont les métiers sur lesquels aujourd'hui il faut se focaliser, ou il faut se former dans l'ordre, on va dire, d'importance de ce qui va bouger grâce à l'IA générative?
Écoute, c'est une vaste question. D'abord, il faut C'est faire vrai. sa culture technique. Hein. T'as quand même des directions marketing encore très à l'ancienne. T'en as un peu parlé. Voilà, il y a un sujet. Utiliser les outils. Ils sont à 2 clics de vous sur Internet. Moi, je comprendrais pas qu'un directeur marketing n'utilise pas ChatGPT chaque semaine, même ne serait-ce que pour lui, pour faire sa culture sur le sujet. Donc, c'est une réponse un peu globale que je te fais. Mais d'abord, il faut faire sa culture, quoi. Mettre les mains dans le cambouis. Mettre les mains dans le cambouis, faites-le et testez. En plus, ça se teste en 2 minutes sans compétences techniques, c'est pas cher. Bien d'accord. Donc voilà, il y a un sujet vraiment s'acculturer à ce changement avec ce que tu disais Pierre-Louis sur la vitesse, c'est-à-dire que ça va à une vitesse phénoménale, quoi. Donc faites-le maintenant ou soyez dépassés, c'est à vous de voir, vous serez dans un camp ou l'autre. Pierre-Louis, Une par rapport à ce problématique qu'il- RH pour moi qui est importante et une problématique de confidentialité de l'information. Quand on dit à un directeur marketing, vas-y, mets les mains dans le cambouis et attaque, s'il n'y a pas Il faut lui expliquer un cadre. un cadre et surtout des protections en termes de données, ça va poser un souci. Le deuxième truc, c'est d'un point de vue RH, c'est qui je dois virer en premier et qui je dois recruter et où. Donc c'est une décision de présidence ou de direction générale. Et si la présidence ou la direction générale ne préempte pas ce sujet-là en collaboration avec sa RH, à ce moment-là, il y aura des vrais soucis, voire des démissions. Voilà. Dernier sujet, à un moment donné, il va falloir qu'il crée un poste chez l'annonceur. Et ce poste, ça sera le Chief Intelligence Officer, un CIO officiel, qui va lui déterminer sur où il met le poids du corps en termes d'utilisation de l'IA, dans quel département. Ok. Il aura ses prompteurs ou il aura ses ingés en dessous, 3 personnes qui vont dire en RH il faut sortir ou intégrer 3 personnes. Sur le CRM on est short pétrole, il nous faut 5 personnes de plus, etc. etc. Et ce CIO, le Chief Intelligence Officer, ça sera peut-être pas ce nom-là, mais c'est clair que ça va arriver parce qu'un président ou un DG n'aura pas la compétence puisqu'il est DG et président depuis longtemps. Et qu'en plus son métier c'est de vendre du yaourt ou des voitures. Merci Pierre-Louis. Est-ce que Thomas, tu peux répondre à la question d'Alexandre? En 2 mots, en fait, je reviens sur ce sujet de change. Tu parles de Chief Artificial Officer. Encore une fois, bon, je parle beaucoup du passé, mais parce que c'est intéressant. Il y a 10 ans, on a créé des Chief Digital Officer. C'est un sujet de transformation. CDO. Des CDO. Et qui sont encore là. Donc je pense que le CDO, il va peut-être devenir CEO, artificial, CIO. Enfin, en tout cas, c'est un métier de change. Et donc, il y a des sujets, comme tu l'as dit, de gouvernance, de sécurité. C'est primordial. Mais je pense que si je devais terminer sur une note peut-être un peu plus sympathique, le change, pour faire du change, il faut une chose très importante, c'est la curiosité. Tu le disais, il faut être curieux, il faut oser, être un peu audacieux, pas rester dans son petit siège comme on l'a fait, faut oser tester. Et finalement, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut aller sur les outils, tester. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Soyez curieux. Eh bien, merci messieurs. On termine cette première émission donc sur des termes très humains, hein, curiosité. On a parlé d'authenticité. L'authenticité n'est pas dans la machine. Hein. On a parlé d'acculturation. Et puisqu'on parle d'acculturation, eh bien, c'est la vocation de cette émission, de cette première émission que nous avons faite ensemble. Au sein des studios, je tiens à le préciser, de l'ISCPA qui forme au journalisme et à la communication, sans oublier également la production de contenu pour les réseaux sociaux. Donc merci à cette école de nous recevoir. Donc c'est aussi un programme pédagogique, The Artificial Intelligence Society, et cette acculturation, messieurs, vous avez œuvré pour elle. Donc merci à vous et j'espère à bientôt. Merci pour l'invitation, Merci à bientôt. beaucoup. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'introduction à l'IA dans le marketing digital, une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Merci à notre partenaire opérationnel CheckSub, le spécialiste des sous-titrages via l'IA, une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forment également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.